Et nous sommes ensemble pour le 10h midi, 11h midi. Nous commentons l'actualité avec vous. 0826 300 300 avec aujourd'hui Dominique de Montvalon. Bonjour, journaliste politique. Mathieu Alterman, vous êtes journaliste, auteur. Votre dernier livre Femme fatale est paru aux éditions Quai des Brunes. Et on vous retrouve tous les vendredis dans TPMP sur C8. Oui, c'est éclectique. Oui, c'est très éclectique, mais c'est très bien. Roland Castro, architecte. Bonjour, merci d'être là ce matin sur Sud Radio. Et Georges Kuzmanovic, bonjour, président de République souveraine. Bonjour. De la République encore, mais non, République souveraine, pas la République souveraine. Emmanuel Macron peut-il lutter contre le séparatisme? On va voir ce que c'est que ce mot de séparatisme. Le chef de l'État doit lancer son plan de lutte contre les idéologues qui gangrènent le pays dans un certain nombre d'endroits. Et puis on parlera évidemment des suites de l'affaire Griveaux et de l'explosion des agressions à l'arme blanche. La France est-elle de plus en plus violente? On en parle avec vous. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, Dominique, on commence avec vous, c'est un coup de cœur? Oui, j'ai hésité entre plusieurs sujets. Alors, je demande pardon à ceux qui n'aiment pas le football. Je fais partie, avec quelques millions de Français, de ceux qui adorent le football. J'ai coup de cœur pour le PSG et pour l'OM, pour Paris et Marseille. Dans ce climat qui est poisseux, climat national, poisseux, oppressant, de division et à n'en plus finir, ceux qui aiment le football, je reconnais que les autres n'y sont pas sensibles, et malgré les sommes d'argent pharaoniques dont il est fait état régulièrement, ont un vrai plaisir à suivre ces deux équipes. C'est un lien, c'est une occasion de parler, de supputer et tout. Oui, mais Valérie, je sais que vous faites partie, je le respecte parfaitement, de ceux qui n'aiment pas le football. C'est une voilà, je le dis. Bon, je sais qu'un certain nombre des auditeurs partageront mon sentiment. C'est pas un avis, c'est un sentiment. D'accord. C'est une occasion de respirer. Et elles sont pas très grandes. Oui, avec des choses pas toujours très mais belles non plus. Bien entendu, on trouve toujours ceci, cela. Moi, je dis qu'on respire. On respire. Bon, Roland. Vive le RC Lens. Pardon. Et vive le RC Lens. Roland Castro, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule, mais enfin, j'en ai marre, parce que ça fait spécialité dans mon cas, mais... Mon coup de gueule, c'est, il y a des élections municipales. Ouais. Il y a des questions plus larges que chacun sa municipalité. Il y a ce qu'on appelle les questions métropolitaines. Et, alors, à Paris, précisément, il n'y a aucun des candidats qui traite de façon un peu sérieuse la question métropolitaine. Et ça m'énerve de voir qu'on n'arrive pas on ne peut pas penser Paris aujourd'hui si on ne pense pas le grand territoire de Paris en grand. Et voilà, ça m'énerve de voir qu'il y a eu une petite proposition de Griveaux que j'ai écartée d'un revers de main parce qu'elle est trouvée particulièrement idiote. De déplacer la gare de l'Est. La gare de l'Est, qui s'est repoussée. Il y a ce pauvre, j'adore Villani, je trouve c'est un écrivain admirable, un mathématicien, mais juste annexer le Grand Paris en annexant uniquement les bourgs, les communes limitrophes, c'est pas très malin, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a rien de sérieux sur Paris en grand. Voilà, ça m'énerve, c'est dommage. Mathieu, oui, mais c'est la perversité des élections municipales à Paris, à savoir que les candidats ne proposent que des choses pour les gens qui sont censés voter pour eux. Et c'est pour ça qu'ils proposent rien sur le Grand Paris, puisque les électeurs ne sont pas intéressés par ce qui est à l'extérieur. Exactement. Ils seraient même contre, parce que ça ferait baisser un peu le prix des appartements. Oui, absolument. Alors, Georges Kuzmanovic, on va passer à votre coup de gueule. Ça concerne Agnès Buzyn et la passation de pouvoir. Voilà. On va écouter un petit extrait. J'ai certainement vécu l'une des plus belles aventures humaines. Ma gratitude est immense. Mon émotion traduit ma gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous. Elle traduit aussi mon espérance. Voilà. Donc, pourquoi ça vaut un coup de gueule? Je ne savais pas que Madame Agnès Buzyn était sociétaire à la Comédie Française. Elle joue très bien. Vous êtes choquant. Non, c'est pas sympa de dire ça. Si, c'est sympa, compte tenu. C'est en plus faux. Non, vous n'êtes pas sympa, là, franchement. Justement, le but, c'est de pas être sympa. En faisant ce coup de gueule. C'est quand même une femme vachement bien, franchement. Non, mais laissons-le dire. Pourquoi vous lui niez l'émotion? Alors, si vous me laissez finir, parce que moi, je suis d'accord avec vous. Pour le Grand Paris, j'ai vécu dans
à Moscou et aux États-Unis, je ne comprends pas. On a une capitale monde et elle est toute petite comparée aux autres grandes villes. Oui. Et je vais finir sur Madame Buzyn. Oui. Comme vous l'aurez remarqué, il y a 11 mois de grève dans les hôpitaux, les urgences de France. On a de très grands médecins, des gens sérieux qui ont travaillé, qui menacent de démissionner. Certains ont démissionné. Vous voyez des vrais médecins, des vrais infirmiers, des vraies infirmières qui pleurent dans les rues, qui pleurent sur leur lieu de travail, dans les urgences, où des fois ils font des tours de 48 heures, parce que Madame Buzyn a appliqué à l'hôpital une politique néolibérale qu'ont voulu les autres gouvernements et qu'a voulu M. Macron. C'est antérieur à son mandat. Ils n'ont pas amélioré les choses. Et visiblement, le personnel médical de France lui en veut spécifiquement, considérablement. Il doit bien y avoir une raison. Et puis, d'une manière générale, là, ce n'est pas sa faute. J'ai pas vu qu'on d'attaque contre Buzyn. Allez aux urgences et faites les manifestations, mais bien sûr que oui. Malheureusement. Mais pourquoi elle peut être attachée à son ministère, avoir de l'émotion de quitter ce ministère Elle n'a pas prêté beaucoup d'attention à l'émotion, encore une fois, de ceux qui font la santé, en France. Alors, mais ici, et puis une petite bizarrerie. Alors, ce n'est pas de son fait. C'est très étonnant qu'elle ne puisse pas continuer à être ministre, alors qu'elle a un ministère de tutelle et que s'engage le débat. S'est engagé hier le débat sur les retraites, alors que Monsieur Philippe et Monsieur Darmanin, eux, n'ont pas l'obligation d'arrêter d'être ministre pour être candidat. Alors, à la différence que tous les deux sont implantés déjà dans leur ville. Oui, on sait bien que Madame Buzyn va... Un petit coup de gueule. On sait bien que Madame Buzyn va au suicide. Mais si, l'hôpital, l'hôpital et la santé, la première chose en France. Il y a tellement de connards dans le gouvernement qu'il y avait quelqu'un d'autre. Oui, mais la santé est la première chose en France. Et ce gouvernement, et donc Madame Buzyn, puisqu'elle était ministre de la Santé, participe et continue à s'aborder la santé pour arriver à ce qui est l'objectif final, qui est la privatisation. Mathieu Alterman. Oui, on ne comprend pas si vous lui reprochez ses larmes ou ce qu'elle a fait. Mais l'ensemble. Bah oui, mais ses larmes ne correspondent pas à l'ensemble. Tant mieux qu'elle s'en aille dans ce cas-là. Oui, et je pense qu'elle est suffisamment intelligente pour ne pas faire semblant de pleurer en sachant que ça va être évidemment sincère. Bien sûr qu'elle est sincère. C'est une attaque basse contre les salariés. C'était une félicitation pour Madame Buzyn et ce talent d'acteur. Alors, vous auriez pu, moi je trouve, avoir plutôt un coup de gueule pour notre nouveau ministre de la Santé, Monsieur Véran, qui dit « Je lancerai une enquête nationale pour consulter les hospitaliers pour tenter de saisir le sens de leur engagement et les raisons du mal-être ». Mais bordel, pardon, mais ça fait combien de temps qu'ils sont dans la rue, les urgentistes, le personnel hospitalier? On va lancer un énième truc. Je peux vous dire un truc qui est sûr dans notre pays. C'est qu'il y a un nombre d'infirmières. Moi, j'ai une amie infirmière, je l'appelle mon médecin traitant. C'est elle que j'appelle. Elle en sait 1000 fois plus que plein de médecins. Et il n'y a aucun moyen qu'elle devienne au moins... comme à l'époque napoléonienne, officier de santé. Elle devrait être médecin. Ouais. Et alors, il est impensable à l'hôpital qu'une fille de salle qui nettoie, un jour soit médecin. C'est tout bouché, tout hiérarchique à la con. Mais on dirait l'armée soviétique, l'hôpital. Mathieu Alterman, c'est vrai qu'on entend ce ministre, ce nouveau ministre qui dit on va se pencher sur le mal-être. On fait des mal-être, mais ça me fait penser quand Anne Hidalgo a voulu faire une enquête pour vérifier si Paris était bien sale. Ils avaient payé une enquête, je crois, 250 000 €. Et la conclusion, c'est qu'effectivement, il y avait des problèmes de propreté. À un moment, voilà, c'est des enquêtes pour des évidences. Dominique de Montvalon. Moi, je suis mal à l'aise avec. Je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise, mais je vous entends. Et j'ai entendu d'autres tenir les mêmes propos que vous. Agnès Buzyn serait restée, on lui serait tombé dessus parce qu'elle était restée. Elle part, on fait ça. Elle pleure de façon évidemment sincère. Alors on peut en penser ce qu'on en veut. On la suspecte d'avoir pris des cours de rattrapage ou d'attrapage à la Comédie Française. Ça me met mal à l'aise. Nous sommes dans une société en mutation. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire sur tous les terrains. C'est douloureux. C'est pour ça que j'évoquais le football tout à l'heure. J'y reviens pas. Des petites échappées comme ça de temps en temps. C'est douloureux. Parce qu'elle avait peut-être pas envie d'y aller et que ce que dit un auditeur, elle pleure parce qu'elle voulait pas y aller. Alors là, je le dis d'un mot. C'est un argument que j'ai entendu. Elle pleurait parce qu'elle ne voulait pas partir et qu'on la forçait à y aller. C'est grand guignolesque. Vous pensez Vous pensez qu'elle n'a pas été très fortement poussée Non. Il y avait qui de possible Non, mais c'est pas la question.
Moi, je comprends ça. Elle s'est engagée. Alors après, on peut condamner complètement la politique qu'elle incarne et qu'elle a conduite. Ça, c'est tout à fait un autre problème. Elle s'est engagée complètement. Bon, alors, je vais vous le dire autrement. Oui. Quel que soit le résultat des élections municipales, on reparlera d'Agnès Buzyn dans les années qui viennent. C'est une des rares personnalités fortes extraite d'un macronisme sur ce terrain-là qui est globalement stérile. Oui, mais à Paris, il y aura très peu de personnel médical qui votera pour elle. Regardez sur les réseaux sociaux les réactions des leaders des mouvements syndicaux. Il faut demander la permission aux syndicats, moi je les respecte. Ils lui en veulent quand même beaucoup, il doit bien avoir raison. Oui, mais il n'habite pas Paris. Dominique a raison, Dominique a vraiment raison. C'est quelqu'un qui stratégiquement, dans la longue durée, donc je n'aurais pas honte dans 10 ans. Quand je ferai le bilan de cette période, je dirais Blanquer et Buzyn, par exemple. Et d'ailleurs, pour ce que vous avez dit, ça n'a rien à voir avec Madame Buzyn, mais il y a un problème du fait que autant de personnels médicaux, en particulier les infirmières, les aides-soignants, qui ne peuvent pas monter, vous avez parfaitement raison dans la hiérarchie, doivent vivre à l'extérieur de Paris, parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir de vivre dans Paris. Ça, c'est un autre problème tout à fait. Mais voilà. Vous avez raison. Vous avez pris un angle que je ne partage pas, mais là... Oui, c'est parce que vous avez dit qu'il ne voterait pas pour elle, qui évidemment ne habitent pas à Paris. Je pense qu'évidemment, de toute façon, ils ne sont pas assez gauchistes là-dedans, au gouvernement. Parce que moi qui suis de culture autoritaire, je sais qu'une femme de ménage peut devenir médecin. Je le sais. Je le sais, c'est marqué chez Victor Hugo en plus. Je sais comment on fabrique. Vous mettez la barre très haut, hein. On fabrique. Non. Je sais, mais sauf que ça, ils ne l'ont pas posé comme question. Parce qu'ils touchent pas à ces trucs-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés là-dedans. Ils sont médecins, malgré tout. Voilà, par exemple. Ouais. C'est tout ce qu'on peut dire. Le défaut qu'on peut lui retrouver, c'est que malgré tout, il n'est que médecin. Elle a pas senti cette histoire de l'institution hospitalière est complètement coincée. On va découvrir un autre personnage. Mais Madame Buzyn est politique, donc elle tient une ligne politique. Mais à part ça, vous avez raison. Allez, on va se retrouver dans un instant et on passera à votre coup de gueule qui concerne Juan Branco. Mathieu Alterman, à tout de suite. Avec vous pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité. Alors Mathieu Alterman, votre coup de gueule. Ah oui, concerne Juan Branco. Oui, alors moi, vous allez vous faire des amis parce que nos auditeurs l'aiment bien. Moi j'en ai marre de Juan Branco. Je comprends pas qu'on donne la parole à un mythomane qui ment à longueur de temps sur les réseaux sociaux, sur les plateaux. Vous êtes sur de la diffamation. Si vous l'accusez de menteur. Je vais vous dire encore ce qu'il a dit il y a quelques jours. Il a expliqué que son client, Pavel Pavlansky, n'avait pas d'avocat. Piotr, évidemment, était au cachot, alors que non, il est en garde à vue, n'avait pas le droit d'avocat, non, il avait refusé tous les avocats, que lui-même avait été décidé de l'affaire, non, c'est plus compliqué que ça, il a été convoqué par le bâtonnier hier, parce qu'il y a un évident problème de conflit d'intérêts, et que surtout, faut le rappeler, il avait quand même conseillé Piotr avant le problème, donc possibilité, on ne sait pas, de complicité, etc. Et surtout, ce monsieur, pendant des années, a dit qu'il était avocat de Wikileaks. C'était faux, il n'était pas avocat, il n'avait pas encore prêté serment. Il a prêté serment il y a 3 ans, en pleine campagne législative, parce qu'il était candidat, et qu'il savait que ça allait sortir, qu'en fait, il n'était pas avocat. Et qu'il y a un moment, il est dangereux. Je pense que quelqu'un qui, à ce point-là, donne des fake news, il y a quelques mois, il a expliqué que le jour où il allait prendre le pouvoir, des têtes allaient tomber, mais vraiment, c'est sûr qu'il y en aura beaucoup qui tomberont. Non, mais c'est une sorte de Robespierre du Café de Flore, parce qu'il est toujours au Café de Flore du matin au soir, ce qui est pas quand même le haut lieu de la Révolution et moi, ce qui m'ennuie, c'est ce côté grand bourgeois, parce que c'est une famille de grands bourgeois. Son père est un grand producteur de cinéma. Lui-même sort avec une fille dont, vous savez, il y a eu l'histoire le 31 décembre. Qui à Saint-Germain, cette fille-là était à Saint-Dominique, à Neuilly. Enfin, ce sont des grands bourgeois qui s'encanaillent avec des gens. Ça n'empêche pas d'avoir des convictions politiques. Oui, mais à un moment, arrêtons de dire n'importe quoi. Dès qu'il donne une interview, vous pouvez être sûr que la moitié de ses propos sont faux. Totalement faux. L'histoire, quand même, avec Gabriel Attal, qui est quand même démentielle. Il a outé Gabriel Attal. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à l'école ensemble, à l'école alsacienne. Et à l'école alsacienne, qu'est-ce qu'il a fait, Juan Branco? Il avait monté un blog pour se moquer des filles de sa classe, en mettant des notes à celles qu'il trouvait, je cite, imbaisables. Et Gabriel Attal avait pris la défense de ses camarades de classe. Et depuis ce temps-là, il lui en veut à mort. Vous imaginez, même au lycée, ce garçon était quand même très, très particulier. Vous en pensez quoi? Les salauds, c'est un petit salaud. Ah bon, moi aussi, vous êtes sans... Je pense que c'est un personnage singulier qui, dans la séquence actuelle, de toute façon, même si on l'attaque, et plus que ça, est ravi parce qu'il veut qu'on parle de lui. Oui. Une opinion, Georges? Alors, Juan Branco, je connais un tout petit peu de la France Insoumise. Il a certes un ego qui ne rentre pas dans ses vêtements. Il ne passe pas à travers la porte. Il ne passe pas à travers la porte, mais par contre... le régime actuel, et spécifiquement M. Macron, lui en veut particulièrement de son livre Crépuscule,
Et c'est pour ça que j'imagine qu'il y a pas mal d'auditeurs de Sud Radio qui aiment bien. Non, mais je pense que c'est faux. Il n'y a rien dans le livre. Il n'y a pas rien dans le livre. Il y a des choses. C'est quelqu'un qui, Juan Branco, encore une fois, on aime ou on n'aime pas son ego. Moi, je le trouve parfois agaçant de ce point de vue-là, mais il a un certain talent et il fait partie de ceux qui attaquent le régime actuel de M. Macron. Donc voilà. C'est quoi l'interview par Apolline de Malherbe ? Voilà, sur BFM était assez délirant quand même en termes d'impartialité journalistique. Vous en conviendrez. Il disait n'importe quoi. Ce qu'il disait était faux. Il y a un moment. Je vous suivrai sur ce point. Voilà. Cette interview était très maladroite et le vrai problème, c'était le principe de cette interview. Oui, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais dû l'inviter, c'est ça ? L'inviter comme si c'était quelqu'un d'ordinaire. C'est un hommage que je lui rends, un hommage ambigu peut-être, mais c'est pas quelqu'un d'ordinaire. On ne fait pas venir pendant 30 minutes ou 25 minutes à un micro comme si c'était le représentant d'un parti ou d'un autre. Enfin, je suis quand même frappé. Tant qu'à faire, comment dirais-je, de la façon, mais vous n'êtes pas le seul et vous avez beaucoup d'auditeurs avec vous, dont vous le défendez compte tenu du fait de vos attaches actuelles. Non, je vous attache votre enracinement, nouvel enracinement. La France Insoumise auparavant. Il ne m'aime pas en plus, je vous l'assure, il ne m'aime pas du tout. Donc, non, mais ça fait rien, ce qui m'intéresse dans le cas précis, c'est vous. Mais je constate qu'il y a quand même il y a de bonnes choses aussi chez lui. Oui, et vous êtes au Rassemblement National maintenant ? Non, je ne suis pas au Rassemblement National du tout. Vous êtes à la République souveraine. Je suis pas du tout au Rassemblement National, bien évidemment. Juste une remarque. C'est cousin. C'est absolument pas cousin. Moi, on défend la République. Mais c'est, allez, pour faire simple, c'est ce qu'on appelait à une époque la gauche républicaine. C'est Jaurès et le gaullisme, l'association entre Jaurès et le gaullisme social. Pardonnez-moi, j'avais. Mais c'était la ligne qui était tenue. Au-delà de ça, on a quelqu'un qui occupe des médias et qui finalement, au final, représentera rien au niveau électoral. C'est-à-dire que la France Insoumise aujourd'hui, c'est 5%. Il peut devenir le héros d'un certain nombre. Il n'est plus à la France Insoumise. Il n'est plus à la France Insoumise. Il est plus du tout à la France Insoumise. La seule chose qui m'amuse en lui, parce que moi je trouve pas qu'il y a la seule chose qui m'amuse en lui, c'est que c'est le sosie d'Anthony Perkins dans Psychose quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, et c'est quand même hallucinant. Il lui ressemble énormément. C'est fou. Le plan de la fin, il y a une chose qui est intéressante dans la séquence aussi, dans toute cette séquence, c'est le cas de Piotr Pawlenski, parce que maintenant on est en train de le transformer en agent du FSB. Je pense surtout que depuis cette histoire, il y en a qui rigolent à gorge déployée. C'est Poutine et ses copains au Kremlin. Ils disent on s'est débarrassé d'un givré total qui avait incendié les portes du FSB, l'ex-KGB, donc la DGSE. Quand la France l'a récupéré comme réfugié politique, ils ont dû se dire vous allez voir, ça c'est vrai. Et il a brûlé la bombe. Parfois c'est d'une naïveté incommensurable. Rappelons que Juan Branco travaillait pour Russia Today. Allez, on ferme, on ferme. À un moment, donc c'est quand même très curieux tout ça. Non, mais le message sur l'eau des Russes, c'est tellement ridicule. On va pas faire du complotisme. Non, mais il n'arrête pas de dire qu'il est contre le régime de Poutine. Il a travaillé pour la chaîne officielle du régime de Poutine. Allez, on va changer. On va changer de sujet. Non, on va revenir sur un sujet plus compliqué qui est le séparatisme. Emmanuel Macron qui s'engage contre le séparatisme islamiste. Il est aujourd'hui le chef de l'État à Mulhouse pour présenter un grand plan de lutte justement pour essayer de sortir de ce communautarisme, puisque déjà ce mot de séparatisme est très très étonnant. Non, Roland Castro. Moi, vous trouvez que c'est un bon mot ? Je vais vous dire pourquoi. C'est un mot que De Gaulle a utilisé au temps du RPF pour quand il y a eu pendant la résistance, les communistes et les gaullistes, ça marchait. C'est un amour étrange et très fort. Et puis après, il y a l'épisode du RPF et la guerre froide. Et De Gaulle se met à parler des séparatistes en parlant des communistes. Et de ce point de vue-là, évidemment, moi qui suis de culture communiste, je n'aime pas du tout ce De Gaulle-là. Ouais. C'est pas du tout le De Gaulle que j'aime. Mais ce concept de séparatisme n'est pas idiot pour ce qui concerne les islamistes. Il faut voir les choses comme elles sont. Roland Castro. C'est pas du tout sur des questions, c'est pas des grands discours, l'islam politique. C'est juste que tous les jours. C'est que tous les jours, dans ton quartier, tous les jours.
t'as une police des mœurs. On voit ta cheville, on voit ton slip, on voit ton truc qui dépasse, on voit ta chatte trop moulée sur ton débardeur. Ouais, sur le pantalon. Et ça, c'est du tous les jours. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment... On découpe un morceau de société. Mais c'est pas nouveau. À Saint-Denis, au centre de Saint-Denis, en ce moment, c'est tous les jours. Tous les jours. On ne peut plus y aller. Tu ne peux plus y aller. Ouais. Tu as plus des filles. Tu as des filles, des pauvres. C'est pas du voile. C'est un machin qui engonce le menton. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle, ce machin qui monte le menton. C'est ça, le séparatisme. Donc le mot est excellent. Je trouve effectivement le mot est juste parce que moi j'en avais marre qu'on emploie communautarisme parce que ça ne veut rien dire communautarisme. Il y a des communautés où il y a aucun problème jamais. Enfin vous voyez, et je trouve la seule chose de positif dans cette histoire, je trouve, c'est le changement de nom. Maintenant je pense que rien ne va se passer. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut... ça, c'est pas bien de dire ça. Mais non, rien. Mais il fait rien. Alors, je vous tape. Voilà. Attendez, je vais vous donner un exemple très concret. Ça fait depuis le début du mandat qu'on attend un discours sur cette question-là, qui n'arrive pas. Mais c'est pas lié à lui, les précédents n'ont rien fait. Ça fait 40 ans que rue Jean-Pierre Timbaud à Paris, on peut trouver des librairies islamistes qui vendent le protocole des sages de Sion. Personne ne fait fermer ces librairies depuis 40 ans. Il a fallu 20 ans pour expulser l'imam de la mosquée rue Jean-Pierre Timbaud également. Donc, bon, il va y avoir des micro-décisions qui vont prendre des années, mais c'est pas encore fait. Mais effectivement, le changement de nom, je trouve ça bien. Allez, 0826 300 300, on revient dans un instant. On est avec vous sur Sud Radio, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff, reconquête républicaine. C'est le mot d'ordre du chef de l'État qui aujourd'hui est à Mulhouse. Donc une visite de terrain. C'est un petit peu comme le nouveau ministre de la Santé. Il va se rendre compte sur le terrain de ce qui se passe. Il ira dans d'autres quartiers également. Il annonce un plan de reconquête républicaine pour lutter contre le séparatisme islamiste. Encore une fois, le but n'est pas de stigmatiser, on va reprendre ce mot, mais de dénoncer quand même des situations qui sont aujourd'hui inacceptables, avec des quartiers qui sont, ce que vous disiez Roland Castro, en sécession avec la République. Georges ? Nommé, pas stigmatisé, nommé. Non, nommé. Georges Kuzmanovic. On va voir ce qu'il va dire et quelles vont être les mesures qu'il va prendre. On va pas jugé avant qu'il ait parlé. Maintenant, il est bien évident qu'il faut faire une reconquête républicaine, et ça fait très longtemps que c'est dit. Là encore, il n'y a pas besoin de faire d'audit. Les choses ont été parfaitement et largement analysées. Et sur ce problème spécifique, bien évidemment, non pas des musulmans, qui beaucoup ne supportent pas d'avoir des barbus qui leur dictent leur vie, mais des islamistes, donc de l'islam politique, et spécifiquement les salafistes et les takfiristes. Il faut avoir avec eux, j'avais déjà dit ici, l'attitude qu'a eu la France, la République française, avec les catholiques entre 1880 et 1905. Oui, c'est-à-dire s'il faut fermer 700 congrégations. La théorie, tout le monde est d'accord. Après, c'est l'application. Je vous interromps. Le chef de l'État dit, l'Élysée dit, ça va reposer sur deux composantes, c'est-à-dire la mise en place de services sociaux, culturels, associatifs, éducatifs, qui doivent pouvoir se déployer correctement dans les quartiers. Mais ils sont déjà en retard sur ce qui est en train de se passer. Ils sont en retard. On verra, encore une fois, on va voir ce qu'il va dire. Mais effectivement, compte tenu de ce qu'il a incarné avant, on peut s'inquiéter, parce que moi je continue à parler de communautarisme, et le problème c'est que monsieur Macron et son gouvernement sont très fortement influencés par l'esprit communautariste anglo-saxon. Et d'accord, mais ça c'est du préjugé. Et non, c'est pas. Il y a eu un problème, et ce n'est pas qu'avec les islamistes, mais c'est quand on a un président de la République qui est censé être celui qui incarne et qui défend la laïcité, d'aller faire l'iftar, c'est très très étonnant, d'aller parler d'une conférence avec les évêques de France après avoir rencontré les protestants et leur dire il faut renouer le lien qui est rompu avec l'Église. Ben non, il est rompu. En fait, il faut vraiment le rompre. Ou alors avoir un Premier ministre comme Monsieur Philippe qui dit il nous faut une laïcité apaisée. Pourquoi apaisée ? Enfin, une laïcité, elle est laïque. On a laïcité ou pas de laïcité. Et là, où Madame Belloubet récemment en a parlé ici encore, qui il faut pas critiquer les religions. Mais si on a envie de critiquer l'islam, mais mon Dieu, on le fait. Donc ils sont pas complètement clairs idéologiquement. Et puis il faudrait frapper très fort, non seulement les réseaux salafistes, mais aussi ceux qui les financent. L'Arabie Saoudite,
Je voudrais bien voir le président sur cette question-là. Et 2 aussi, ceux qui sont dans la rue Saint-Honoré à l'ambassade des États-Unis, qui financent massivement les trucs communautaristes dans les banlieues, qui étaient parfaitement documentés. À un moment, il faut leur dire, c'est notre pays, ça fie, on arrête. Mais en plus, il faut que il y a un travail pour démanteler les quartiers qui sont. Il y a 70-80 quartiers en France qui sont maintenant complètement tenus par l'islam politique, et dans cette manière très culturelle, pas simplement tous les vendredis à la mosquée, pas du tout, dans tous les jours, et dans l'enfermement des filles et tout ça. Et je pense qu'il faut une immense politique de démembrement de ces quartiers. J'ai commencé à le faire, moi. Ouais. Ouais, mais sauf dans certains quartiers. Je signale que dans les quartiers que j'ai réussi à transformer en 2005, il n'y a pas eu d'émeute. Donc je pense qu'il faut dans ces quartiers cogner très fort, transformer profondément le bâti, faire venir d'autres gens et arriver à inventer une mixité sociale qui marche. Oui, or, ce sont des quartiers dans lesquels il n'est plus possible. Il n'est pas imaginable que des tas de gens aient envie d'y aller, puisque ce sont des quartiers qui vous bouffent. Alors, il ne faut pas oublier que de nombreux élus ont arrosé des associations absolument pas claires sur le sujet, aussi bien d'ailleurs des élus de gauche comme de droite. Il y a un livre qui vient de sortir d'ailleurs sur voilà, et que le problème du gouvernement actuel, c'est le fameux en même temps. Tant qu'il y aura ce fameux en même temps, effectivement, il y aura un manque de clarté sur la laïcité. On n'est pas laïcité apaisée, ça veut rien dire. Effectivement, vous avez raison. On discute pas avec ça. C'est comme ça. Le blasphème, ça n'existe pas le blasphème. Même Aristide Briand, le fameux Aristide Briand, il a fallu quand même d'abord cogner. Pour qu'elle soit apaisée après 1905, il a fallu cogner, mais comme des malades sur l'Église catholique. Il n'y a pas de quoi râler. Sauf qu'à l'époque, la gauche, ce qui représentait la gauche, allait dans le sens de la laïcité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est le drame, justement. Toute l'aile gauche aujourd'hui, et sur le débat... Les islamo-gauchistes, la brutalité. Oui, mais c'est beaucoup. Les coupables de la colonisation. Les mecs qui croient que c'est eux qui ont colonisé. Dominique de Montvalon. Moi, je trouve que, comme d'habitude en France, les mots, ça compte, et c'est important. Non, mais si, ça compte. Non. Et le fait qu'il utilise le mot séparatisme me paraît un choix heureux. Ça dit 2 choses, à mes yeux. Premièrement, que lui, il vient d'autres rives, avant qu'il soit élu, même au début. Je pense que c'est pas lui faire un faux procès que de dire qu'il s'était pas beaucoup penché sur ce problème. Et deuxièmement, que son idéologie sur ce terrain-là était, je parle du président, était un peu du communautarisme anglo-saxon. C'était comme ça qu'il le vivait, etc. Donc, quand il emploie le mot séparatisme, c'est la spectaculaire prise de conscience qui s'est fait par étapes, qu'on peut juger trop tardive, qu'on peut juger insuffisante. La spectaculaire prise de conscience par le président que il n'avait pas vu juste, ou il n'avait pas vu d'assez près la réalité des choses. La deuxième chose, c'est que séparatisme a le mérite de redonner vie au mot communautarisme. Pour beaucoup de Français qui le vivent, vivre de façon communautaire, je sais pas comment ils le définiraient, mais ça leur paraît naturel. Ce sont les pieds noirs, ce sont les asiatiques, ce sont mais si. Mais je voudrais ajouter une troisième chose. Si. Donc il y a une réalité du communautarisme qui retrouve vie et d'une certaine manière, à mes yeux, avec la tentative d'imposer le mot séparatisme par rapport qui est tout autre chose. Oui, mais d'accord, mais ça ne dit pas ce qu'il va faire concrètement. Non, mais attends, il va le faire en 3 étapes. Justement, Valérie, j'ajoute juste ça, pardon, trop long, et juste ceci. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, communautarisme ou séparatisme, les Français ne sont pas... Je ne sais pas s'il y a une majorité de Français qui sont prêts à se battre pour ce combat-là. Il y a un acquiescement... Il y a un acquiescement, un consentement, à mes yeux, un abaissement des choses sur ce terrain-là. Et je suis désolé, cher Roland Castro, j'aimerais dire qu'une petite frange d'islamo-gauchistes serait les seuls à gauche à incarner cette dérive-là, ce que je tiens pour une dérive-là. Je crains que ça aille au-delà. J'attends la gauche, notamment, sur ce terrain-là. J'attends la gauche sur ce terrain-là. Macron ou pas, on peut détester Macron, c'est un autre problème. C'est un problème central. Ceux qui succéderont un jour à Macron auront ça à prendre en main. Enfin, il aurait pu s'en occuper un petit peu avant aussi. Ce qu'il vient de dire est très important. Ce que vous venez de dire est très important. Je pense comme vous qu'effectivement, parce que vous faisiez non en fait, Valérie. Je pense malheureusement que les Français, ce n'est plus de leur préoccupation. Il y a eu un sondage très intéressant paru dans Charlie Hebdo il y a 3 semaines. Ces problèmes-là ne sont plus les priorités des jeunes.
Les jeunes ne veulent plus entendre parler de laïcité, de problèmes de communautarisme. C'est très très grave. Nous n'avons pas en France des jeunes progressistes. Au contraire, la jeunesse aujourd'hui est beaucoup plus fermée et beaucoup moins sensible à ces problèmes de laïcité, et c'est ce qui m'inquiète. Ou sur d'autres bases. Alors on a en ligne Barbara qui voulait réagir sur ce sujet. Bonjour Barbara. Bonjour Valérie, merci beaucoup pour votre accueil. Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible, mais il y a quand même des points qui attirent mon attention. Premièrement, je crois que Macron veut jouer pour les municipales pour essayer de sauver le naufrage de LREM. Si, j'y crois. Ouais. Donc, il sort un sujet sensible. Deuxièmement, et là je crois que c'est peut-être un peu plus profond, pour moi Macron a été porté au pouvoir par la finance internationale. La finance internationale actuellement est de plus en plus infiltrée et de plus en plus infiltrée par la finance islamiste. Donc je doute que Macron aille très très loin sur ce terrain-là. D'accord. Finalement, il y a aussi autre chose, c'est que le séparatisme pour moi n'est que de l'apartheid et c'est anti-républicain. Je suis d'accord avec vous madame, je vous soutiens, allez-y. Oui. Et si vous voulez, ensuite, pour moi, Macron n'a pas les moyens. Et je ne vois pas comment il se les donnerait. On a une police qui est infiltrée par l'islamisme. On a une armée. On a une éducation nationale qui est radicalement défaillante. Donc moi, tout ça, je n'y crois pas. Par contre, quand j'entends le mot séparatisme, moi, j'entends crime de haute trahison contre la France, contre la République, contre l'État et contre le peuple. Et pour ça, il y a des solutions. Les solutions, c'est d'expulser et de déchoir de la nationalité, de fermer les mosquées salafistes et de remettre une éducation républicaine et laïque dans les écoles. Oui, ça vous avez raison. Je voudrais juste réagir sur... J'en ai marre d'entendre cet argument que le président aurait été élu par la finance internationale. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si c'était vrai, ce serait bien, vu qu'on est dans une économie mondialisée. Ce serait extraordinaire. Si on avait un président élu par la finance internationale, la France serait surpuissante dans le monde, bien plus qu'elle l'est aujourd'hui. Donc cet argument ne veut rien dire. D'autre part, les municipales, on dit qu'elle veut réparer. Le président veut réparer le problème des municipales. Je vais vous dire un truc. Je pense que les municipales, le président s'en fout. Excusez-moi, je pense qu'Emmanuel Macron se fout complètement des municipales. Ouais, ça n'intéresse pas. Et qui sait qu'on ne gagne pas les présidentielles en fonction des municipales. Donc c'est pas sa priorité. Voilà. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Madame Barbara a raison. Georges Kuzmanovic. Barbara, c'est pas Madame, je connais pas son nom de famille. A raison en un sens. Je vous rappelle quand même que quand Madame Marine Le Pen allait à Moscou chercher de l'argent, Macron lui allait aux États-Unis. Il est allé à New York, à Vegas. D'ailleurs, la ministre du Travail est toujours poursuivie pour non, mais d'accord. Non, mais si, c'est important. Il y a des gens qui ont financé, il y a la liste des noms, c'est quand même des gens. On sait, mais non, il y a des. C'est 3 fois rien. C'est 3 fois rien. Non, c'est pas 3 fois rien. Mais si, l'argent, c'est 3 fois rien qu'il a récupéré. S'il y a un crime de haute trahison, et il y a un crime de haute trahison, et c'est clairement. Écoutez, monsieur Castro, il y a un crime de haute trahison en France, et ce sont des gens très sérieux comme monsieur Montebourg qui le disent, ou monsieur Marlex, député LR. On a un président qui a vendu Alstom, et d'autres ont profité très largement au Bank of America, Bouygues et Rothschild, la banque Rothschild dont il vient. Moi, je suis mal. En perdant une entreprise stratégique. Donc, je suis désolé. On peut, si ces gens-là sont au bord de dire que c'est de la haute trahison pour des intérêts financiers et français et internationaux, ils l'ont pas dit, mais franchement, entre les lignes, ça apparaît clairement. Et moi, je le dis, c'est de la haute trahison. Et donc, oui, il y a des gens qui bradent le pays. Vous êtes dans la haute connerie, vous êtes. Vendre Alstom et notre capacité stratégique, c'est pas de la connerie? Non, mais non, sérieusement. Moi, je suis comme vous, très attaché à notre dirait pas. dépense industrielle. Des gens, ce sont des financiers internationaux qui en ont profité. Allez, on a un auditeur, on a Herriot en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à bonjour. tous. Donc, de nouveaux noms apparaissent: communauté, communautarisme, séparatisme. Donc moi, dans les années 1970, j'habitais dans des HLM. Donc c'était les débuts des constructions des HLM 60-70. Et là, vous aviez plusieurs communautés. Donc communautés portugaises, italiennes, françaises, etc. Ensuite, donc là, c'était des personnes individuelles qui faisaient partie d'une communauté. Le communautarisme, ce sont des individus qu'on ne considère plus individuels, mais qui forment le communautarisme. C'est-à-dire que chaque individu qui a qu'une seule pensée forme le communautarisme. Et ensuite, dans ce communautarisme, par exemple, on prend l'islam, vous avez le séparatisme qui arrive, c'est-à-dire que là, vous avez des islamistes purs et durs qui ne sont plus là pour faire leur religion, mais
pour développer d'autres termes plus violents. Donc. Voilà, c'est la définition un peu des trois mots qu'on entend depuis quelques jours pour que le public un peu... Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ? Ce qu'il faut faire, c'est, moi, dans les années 70, vous aviez des îlotiers. C'est-à-dire que vous aviez des policiers qui tournaient dans les quartiers. Depuis Sarkozy, on a supprimé la police. Donc, les quartiers sont quartiers libres, en fait. Et c'est comme ça que le séparatisme est accentué. Vous aviez excusez-moi de vous couper, vous aviez un parti communiste florissant à l'époque. Et il y avait des communistes dans toutes les cages d'escalier. Et donc, il y avait vraiment il y avait du lien social, il y avait une contre-société communiste qui existait. Il y a la perte, la chute du Parti communiste, une catastrophe. Ah oui, mais c'est très ce qu'il dit est tout à fait vrai. La montée de l'islamisme correspond parfaitement à la date avec la chute du mur de Berlin. Parce que quand il n'y a plus d'idéologie, on veut une différenciation artificielle. C'est ce que ça a donné, le drame. Bien sûr que c'est lié. Et dans les pays religion, Georges Kuzmanovic, moi j'estime que le communisme c'est une religion. Moi je suis de religion communiste, par exemple, de me demander ma religion. Je suis juif de religion communiste. Et je pense que tout groupe est religieux, comme dit Lacan. On a besoin de religion. Et c'est ça qui s'est passé. Et donc je pense qu'il faut, monsieur le souverainiste républicain, il faut faire de la République une religion. Et je pense qu'en plus, il faut absolument un service civique obligatoire. Garçon-fille à 18 ans, 1 an. Ouais, mais je pense que le mal est plus profond. Et que les énarques, les petits gamins de 45 kilos rencontrent des voyous qui sont bien plus intelligents qu'eux, parce qu'un peu voyous, alors qu'eux sont des abrutis qui ont été premiers de la classe. Il faut que les premiers de la classe et les cancres soient dans la même structure pendant 1 an. Et les garçons et les filles, et les hommes et les hommes et les filles et les filles. Allez, on se retrouve dans un instant. On marque une toute petite pause sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous, 0826 300 300, si vous voulez réagir à ce sujet. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et le débat continue. Ça ne s'arrête jamais. Avec aujourd'hui l'architecte Roland Castro, Mathieu Alterman, journaliste, Dominique de Montvalon, journaliste politique, et Georges Kuzmanovic. Vous êtes président de République Souveraine. Je précise qu'avant vous étiez à la France Insoumise. Continuons quand même sur le sujet. Est-ce qu'il y a une volonté politique ? C'est-à-dire, est-ce qu'au-delà des mots de dire on va, il y a qu'à Faucon, est-ce que vous pensez que le président de la République peut s'emparer réellement du sujet ? On a Céline Pina qui a signé un article dans lequel elle donne des pistes qui paraissent intéressantes, sauf qu'il faut de la volonté politique. Il y a Bernard Rougier qui a publié ce livre sur le territoire conquis de l'islamisme. Ce qu'il raconte est absolument terrifiant, d'une minorité agissante qui passe par les mosquées, qui passe par des cours de religion en dehors. Il y a un entrisme qui est fait par cet islam politique, et encore une fois, tous les musulmans, on le répète, ne sont pas concernés par l'islam politique. Le problème, c'est que tous les coups sont à prendre. Je pense à mes amis du Printemps républicain, qui sont pour la plupart des anciens du PS. Tout ça. Ils se font insulter, mais d'une violence incroyable, du matin au soir, alors qu'ils prônent juste la laïcité, et qui c'est pas des gens, c'est pas des extrémistes. Il y a Philippe Val qui en fait partie, Raphaël Antoven. Ces gens-là se font insulter du matin au soir. Donc il y a que des coups à prendre, c'est dur. Oui. Non, mais à mon avis, moi, quand même. Je connais un peu le président de la République. Je pense que si il y a un truc qui est assez net chez lui, c'est quand il dit, il fait. En gros, quand même. C'est la première fois depuis longtemps. C'est même pour ça que ça marche pas bien du tout. Mais quand il dit, il fait. Alors il fait bizarrement, il fait comme il peut. Il avait dit retraite à point, il fait retraite à point. Il le fait très mal, mais il le fait. Et il le fait dans la douleur, pour un tas de raisons, parce que ça soulevait toute la société française. Il n'avait pas fait attention. Là, c'est pareil. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se dise un truc. Il faut qu'on construise le deuxième quinquennat. Il faut qu'on prépare le deuxième quinquennat. Il faut qu'il vieillisse. Il mûrit. Là, je pense que c'est un discours de mûrissement. On va voir s'il finit le premier déjà, parce qu'il n'est pas gagné. Faudrait déjà, Non, mais c'est l'adolescence, c'est ça ? Non, mais attendez, je pense qu'il a bien secoué la société française. Elle est en ça, pour le coup, elle est en 1000 morceaux. Elle est comme dit Fourquet, elle est en archipel. Ah bah oui, elle est en 1000 morceaux. Il a raison, Fourquet. Mais il faut reconstituer le pays. Ça va pas être c'est le deuxième quinquennat. Et je pense que là, il nous manquait cette base-là. Moi, je réinsiste, je me suis engueulé avec lui sur service civique obligatoire garçon-fille. Un moment kibbutz pour toute la société française. À 18 ans,
On a gagné Elena, on rentre un an plus tard. Entre-temps, service civique. On est sorti de prison. Mais il a raison, bien sûr, évidemment. Mais un moment kibbutz, un moment non marchand. Est-ce que ça va suffire contre la percée de l'islam politique et de ceux qui sont aujourd'hui... Je suis sûr en tout cas que ça a 95% de la société française. Alors, Georges Kuzmanovic. Moi j'étais, à l'époque où il avait encore le service national, un des rares, en 3e cycle à l'école normale supérieure, à arrêter pendant 1 an et demi pour aller faire un service militaire long et Saint-Cyr. Il a fait l'école normale supérieure en 3e cycle. Alors je suis rentré par la petite porte. Et j'ai même fait le 4e bataillon de l'école spéciale militaire Saint-Cyr. Et je peux vous dire que ensuite, quand on fait des, non, il n'y a pas que les gens qui font l'école normale supérieure qui méritent l'estime, y compris de Monsieur Castro. Je vous implique peut-être d'abruti. Et Branco a fait, et Juan Branco a fait normal sup. Bon, bref. Excusez-moi, Valérie. Parlez de vous, donc. Donc, le service national, et ou militaire est une très très bonne chose pour la mixité sociale, pour que les gens se rendent compte, pour sortir et c'était une catastrophe que sa suppression. Chirac. Oui, c'est pas que Chirac. Mais maintenant, juste pour dire ce que vous disiez sur les jeunes et leur appétence pour le communautarisme. Et je crois que malheureusement, là, c'est quelque chose qui n'est pas le fait que de politique ou de prédicateurs, c'est le problème du fait qu'on a une jeunesse qui est surinfluencée par les films et les séries. Or, ces films et ces séries sont faits dans un monde anglo-saxon. C'est pas les films et les séries, c'est les réseaux sociaux et Internet. Oui, il y a une approche communautariste. Mais si, vous regardez tous ces films de procès aux États-Unis, c'est une manière de voir le monde qui est communautariste. Il faut se compter. Est-ce que vous êtes caucasien? Est-ce que vous êtes black? Est-ce que vous êtes chinois? Est-ce que vous êtes... Regardez les séries pour aller à l'université aux États-Unis. Mais il y a une différence. Ils intègrent que c'est normal d'avoir des points. Moins de points si vous êtes asiatique, plus de points si vous êtes noir, moins un petit peu 0 si vous êtes blanc. C'est délirant. Mais là on parle d'islam politique, on parle d'une transformation de la société par la société, par la politique et par différents moyens. On est d'accord, je vous ai dit là-dessus, il faut faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut faire ce que la République française a fait avec l'ultra-catholique, c'est ultra radical, sans aucune pitié, s'attaquer à leurs finances, les virer et fermer leur mosquée. Vous virez qui, comment, quoi, ils sont français, ceux qui aujourd'hui sont là. Mais vous savez, quand on a fermé les congrégations catholiques, les gens étaient français. On a créé des conditions telles que les gens sont partis, ont quitté la France. C'est-à-dire, vous demandez à certains prédicateurs de se mettre un genou à terre, être prêté serment devant la Constitution, comme on a fait avec les prêtres catholiques. On verra et les valeurs de la République. On verra qui le fera ou qui préférera rentrer en Arabie Saoudite. Point. Et bien sûr, un ensemble radicalement laïque et républicain à l'école et revenir. Mais il est laïque, l'enseignement aujourd'hui. Il est laïque et républicain. On n'enseigne pas à l'école de la République les religions. Mais en fait, on est en train de dire qu'il aurait fallu, il y a 10 ans, faire ce fameux débat sur l'identité nationale, où finalement tout le monde a craché à l'époque dessus sur Nicolas Sarkozy, que finalement avec le recul, est-ce que c'était pas quand même quelque chose d'intéressant? Juste une chose, Valérie. Vous nous demandiez il y a 2 minutes ou 3 minutes si vous demandiez si Emmanuel Macron était sincère. Alors, je vous dis d'un mot, oui, mais que ce n'est absolument pas le problème. Ce n'est absolument pas le problème. Ce qui se passe, c'est que ce dossier de l'intégration, de la sécession, du communautarisme, ce dossier, on a reculé, on a fait beaucoup d'erreurs. D'abord, par exemple, la suppression des services militaires, mais passons. On a reculé. Aujourd'hui, ça va devenir un dossier central de l'élection présidentielle. Donc, le problème n'est même pas de savoir, chacun peut donner sa réponse, si Emmanuel Macron est sincère ou pas. Le problème, c'est que c'est quelque chose, on ne peut plus attendre. Vous pouvez interroger tous les Français, chacun à son façon. Il faut y aller, il faut aborder la... Je voudrais juste dire pourquoi il le fait aujourd'hui. Je pense qu'ils se sont rendus compte que la France n'était plus Charlie, en fait. C'est ça ce qui s'est passé. C'est que suite aux attentats, on a eu une sorte d'unité nationale et on s'est rendu compte, ces dernières semaines, il y a eu des manifestations, il y a quelques mois de ça, à Paris, vers République. Ouais. Ils ont examiné les réseaux sociaux. Ils sont inquiets parce qu'ils se rendent compte que la jeunesse, particulièrement française, malheureusement n'est plus Charlie. Il suffit d'écouter les conversations entre amis. Très inquiétant. Et le Camilla, y compris encore une fois de la part du gouvernement. La première réaction de Mme Belloubet était consternante. Mme Belloubet aurait dû être virée dans l'heure. Mais il y a aussi une autre chose, c'est
bon, certains m'ont trouvé ça bien trop radical, mais ces discussions sur le retour des djihadistes qui ont fait des massacres en Syrie est délirante. Ces gens vont rentrer. Et je voudrais bien voir le procès, parce qu'ils vont avoir des avancées. Les discussions sont délirantes, mais c'est un vrai problème. Ouais. Et il y a ceux qui vont sortir aussi de prison. Qui sont dans l'islam. Ce sont des politiques. Oui. Mais bien, ça trouble énormément les Français. Ça accélère la prise de conscience qu'on évoque depuis quelques minutes chacun. Il y a plusieurs sujets. Ça dépend, parce que s'ils rentrent, ce sont des gens qui agiront. Parce que vous voulez condamner à quoi en France? Association de terrorisme. Ce sont des traîtres. Ouais. On devrait appliquer des règles de droit qui sont en rapport avec des traîtres. C'est une trahison. Ce sont des ennemis de la France. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, ce sont des Français ennemis de la France. Vous avez une radicalité spectaculaire. Mais c'est peut-être ce qu'il faut. Non, mais c'est peut-être ce qu'il faut aussi. Il faut cogner, chef. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites attention quand même. Il faut cogner, chef. Ouais. Et après, on discute. Faites attention au boomerang. Les communistes, ils sont beaucoup plus costauds aujourd'hui. Mais moi, je vous assure. Ceux qui restent communistes de culture, ils nous font une leçon. Je pense qu'il y a des moments où il faut savoir cogner, chef. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, chef? On cogne. Bah oui, donc est-ce que Macron va cogner ou est-ce qu'il va se faire du saupoudrage encore une fois en disant éducation, tout ne va pas se résoudre aujourd'hui à Mulhouse. On peut faire plein de reproches à des aspects un peu parfois énervants ou capricieux de sa personnalité. Mais je pense que pour cogner, il n'est pas mauvais. Oui, mais est-ce qu'il va prendre les bonnes décisions? Parce que là, ce qu'il annonce de remettre du lien social dans les quartiers, on n'en est pas là, on en est beaucoup plus loin. On va l'aider à prendre les bonnes décisions. Bon. Il y en a marre de penser qu'il y a un homme seul, parce qu'il va faire un discours, va régler des trucs. C'est une question pour le moment, il a surtout cogné les Gilets jaunes avec une force. Pour le moment, il a surtout cogné le peuple de France et les Gilets jaunes avec une force assez ahurissante pour un pays occidental et une démocratie. Les Gilets jaunes ont cogné pas mal, chef, aussi. Encore une fois, c'est bien d'agir. Je crois qu'on est tous d'accord ici, il me semble. Maintenant, il faut qu'à la tête de l'État, les gens soient plus sérieux quant à leur position. Bien sûr, je rappelle qu'à l'époque, quand on avait François Hollande président de la République et que M. Macron était son conseiller à l'Élysée puis son ministre de l'économie, on avait quand même un certain laxisme quant à ceux qui partaient en Syrie. Si ce n'était pas une suggestion d'aller combattre celui qui était supposé être notre ennemi. Ça n'avait rien à voir avec Macron. Ça n'avait rien à voir, c'était M. Sapin que Hollande écoutait. Vous conviendrez que c'était assez... Monsieur Hamon a été ministre de l'Éducation nationale. On l'oublie. Heureusement pas trop longtemps. Pas très longtemps, oui. Heureusement pas de trappe dans une circonscription qui a donné 80 djihadistes. Donc, c'est lui qui dit que les femmes vont pas au bistrot comme au 19e siècle. C'est normal. Donc, monsieur Hamon, par exemple, devrait être exclu du champ républicain. Oh là là, mais vous y allez. C'est radical, il cogne le chef là. Merci à tous les quatre, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff. Nous, on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.